have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Le 4 février 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, les puissances alliées se réunissent dans le plus grand secret à Yalta en Crimée pour une conférence au sommet. Le Premier ministre britannique Winston Churchill et le président américain Franklin Roosevelt, très affaiblis par la maladie, sont arrivés en avion depuis Malte accompagnés d'une délégation de 700 personnes. Ils sont reçus sur le tarmac de l'aérodrome par le ministre des Affaires étrangères russe Molotov. De son côté, Joseph Staline, le maître de l'Union soviétique, a directement rejoint la cité balnéaire par le train. Au palais Livadia, durant une semaine, les trois grands vont négocier le sort de l'Allemagne et du Japon et préparer l'après-guerre. 14 mois auparavant, une première conférence les avait déjà réunis à Téhéran. Il s'agissait alors surtout de s'accorder sur une stratégie militaire pour vaincre les puissances de l'Axe. Mais en ce début de 1945, la défaite de l'Allemagne est inéluctable et les enjeux ont changé de nature. À Moscou, Churchill a déjà esquissé un plan de partage des Balkans avec Staline. Sur le terrain, la situation militaire est à l'avantage des Soviétiques, qui ont conquis l'Europe de l'Est et sont à moins de 100 km de Berlin. À l'Ouest, par contre, les alliés occidentaux ont subi un revers dans les Ardennes et progressent plus lentement. En Asie, les Japonais résistent aux Américains avec l'énergie du désespoir. In Palestine, storm center of world opinion, another shipload of refugees from Europe find a new home. Only 1,500 Jewish immigrants a month may now enter Palestine. In the wake of disagreements over the Palestine question came fierce controversies and conflict. The question of Palestine must still remain on the world's agenda. Dès 1945, les survivants du massacre affluent par dizaines de milliers en Palestine. La population arabe manifeste de plus en plus son opposition à ce qu'elle appelle une invasion, et les incidents se multiplient. Les Britanniques n'ont pas de solution. Au sortir de la guerre, l'Occident, qui n'a pas pu empêcher la Shoah, cherche à se racheter en donnant aux Juifs une terre. L'ONU vote alors le partage de la Palestine en deux États, l'un juif, l'autre arabe, et la création d'une zone internationale autour de Jérusalem. Le 14 mai 1948, le mandat britannique s'achève. Dès le lendemain, le 15, David Ben Gourion proclame l'indépendance de l'État d'Israël. Avons-nous appris dans le chapitre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les débuts d'un nouvel ordre mondial? Le bilan de la Seconde Guerre mondiale est terrible. Le conflit a fait entre 50 et 70 millions de morts, dont la moitié de civils. De nombreuses villes ont été massivement bombardées. Les économies des différents pays tournent largement au ralenti. La guerre est également un profond traumatisme, accentué par le choc de la découverte des camps de la mort nazie et par l'entrée dans l'âge atomique qui suscite beaucoup d'inquiétudes. Les Alliés s'emploient d'abord à juger les criminels de guerre lors des procès de Nuremberg et de Tokyo. Pour reconstruire les pays dévastés par la guerre, les États-Unis lancent le plan Marshall, un ambitieux programme d'aide économique. L'ordre mondial est entièrement transformé. Sur le plan économique, les Alliés mettent en place un nouveau système monétaire international dominé par le dollar et régulé par le Front monétaire international. La plupart des pays développent des politiques sociales plus ambitieuses qu'avant-guerre. Le modèle de l'État-providence s'impose durablement. Sur le plan international, le paysage géopolitique est entièrement transformé. De nouveaux États apparaissent, d'autres se transforment. L'Allemagne, par exemple, est divisée en deux. Pour garantir une paix durable, les Alliés créent l'Organisation des Nations Unies. Les 5 États vainqueurs de la guerre sont membres permanents du Conseil de sécurité et obtiennent un droit de veto. Dès 1947, de nouvelles tensions apparaissent. En Asie du Sud-Est et en Afrique, les populations colonisées revendiquent de plus en plus leur indépendance. Certains États l'obtiennent diplomatiquement, comme l'Inde, tandis que dans d'autres, des guerres d'indépendance éclatent, comme en Indochine.
Le Proche et le Moyen-Orient concentrent les tensions internationales, en particulier après la création de l'État d'Israël en 1948. Enfin, les États-Unis et l'URSS, alliés pendant la guerre, s'opposent de plus en plus et rivalisent pour la domination mondiale. C'est le début de la guerre froide. Au cours des 7 jours que dure la conférence, les points essentiels abordés sont l'occupation de l'Allemagne vaincue, la restauration de la Pologne, la mise sur pied d'une organisation des Nations Unies et l'entrée en guerre de l'Union soviétique contre le Japon. En dépit des divergences sur la question des réparations allemandes, sur la place de la France dans l'occupation du Troisième Reich et sur les frontières polonaises, l'atmosphère reste cordiale. Le 11 février, la dernière séance est levée. Un communiqué de presse informe le monde qu'une conférence internationale s'est déroulée en Crimée. Dans la déclaration finale, les trois grands réaffirment leur volonté d'une capitulation inconditionnelle de l'Allemagne et s'accordent sur son partage en 4 zones d'occupation. Les prétentions de l'Union soviétique sur la Pologne sont satisfaites en contrepartie de son adhésion au projet des Nations Unies et l'engagement d'intervenir contre le Japon après la capitulation allemande. Mais en se contentant de déclarations générales sur l'avenir de l'Europe, la conférence de Yalta entérine les rapports de force établis sur le terrain. Même s'il n'a pas été question d'un partage du monde comme le dénonce le général de Gaulle, à Yalta, les puissances alliées consacrent de fait des zones d'influence et le glacis territorial et politique qui conduiront à la guerre froide. David Ben Gourion avait vu juste. Le lendemain de la création d'Israël, une coalition de 7 pays arabes attaque le nouvel État hébreu. Elle vient renforcer l'armée de libération des Palestiniens qui, depuis des mois, mène une véritable guerre civile. Face à ces armées professionnelles, Israël ne peut opposer qu'une armée en cours de création. Les armes sont rares, mais les volontaires sont nombreux, près de 20 000, et leur motivation sans borne. Contre toute attente, 1 an plus tard, Israël remporte la victoire et conquiert au passage de nouveaux territoires. L'ONU avait attribué 55% de la Palestine à l'État hébreu. Il occupe dorénavant près de 70% de la zone. So if you think if we walked away from this, didn't give them money today, it would be worse for us from a security standpoint. I do. We're building a relationship that just did not exist. I said in our last trip when you were with me that we had a huge trust deficit, in part because the United States had, to be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. How? Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. And we were successful. The Soviets left Afghanistan, and then we said, great, goodbye, leaving these trained people who were fanatical in Afghanistan and Pakistan, leaving them well armed, creating a mess, frankly, that at the time we didn't really recognize. We were just so happy to see the Soviet Union fall, and we thought, okay, fine, we're okay now, everything's going to be so much better. Now you look back, the people we're fighting today, we were supporting in the fight against the Soviets. Mr. President, I do want to get right to the news of this week. Sure. The terrorism in Boston. Yeah. Many people have wondered if it took you right back to 9/11 when you heard it. Well, at first, I was deeply concerned that there might have been a organized plot. I don't know all the facts. I don't think we all know all the facts, but I was deeply concerned that this could have been, another organized, highly organized attack on the country. And it still may be. Again, I don't know the facts, but I do know that it's really hard to protect the homeland. And for the international order that we have worked for generations to build. Ordinary men and women are too small-minded to govern their own affairs. That order and progress can only come when individuals surrender their rights to an all-powerful sovereign. We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we
went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen, and let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam, so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated, they lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which is, wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow, because we will harvest. So we then left Pakistan. We said, okay, fine, you deal with the stingers that we've left all over your country. You deal with the mines that are along the border. And by the way, we don't want to have anything to do with you. In fact, we're sanctioning you. So we stopped dealing with the Pakistani military and with ISI, and we now are making up for a lot of lost time. Cette crise, sans équivalent depuis les années 30, cette crise financière marque la fin d'un monde qui s'était construit sur la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide. Ce monde avait été porté par un grand rêve de liberté et de prospérité. La génération qui avait vaincu le communisme avait rêvé d'un monde où la démocratie et le marché résoudraient tous les problèmes de l'humanité. I'm Rosa Corey, and I'm from the United States, California. And my topic, what I speak about, is one of the most vitally important issues of our age, and that is United Nations Agenda 21, Sustainable Development. It is the inventory and control plan. Inventory and control of all land, all water, all minerals, all plants, all animals, all construction, all means of production, all food, all energy, all information, and all human beings in the world. And this is a plan that was agreed to by 179 nations back in 1992. It's a United Nations plan. It's called the Agenda for the 21st Century. And so many of us around the world think that, well, sustainable development, it just sounds so great. Isn't it about recycling and creative reuse and creating energy and food resources for everyone? And the answer is no, it really is not. It's about moving populations into city centers, concentrated city centers, and clearing them out of the rural areas. So I found out about it in a very unusual way, actually, because I spent my career as a legal witness, as an expert witness for the California Department of Transportation. I'm an expert in land use and land valuation. And so, of course, I was valuing property for the government so that the government could acquire that property for road projects. And what I found about 10 years ago, or 10 or 13 years ago, was that land actually, it was very difficult to say what it was worth because you couldn't know what people could do with it because they were being restricted from using their property. And as I explored that and found that it wasn't just in the San Francisco Bay Area where I was working, it was in fact all across the nation and the world, I looked behind that and I found United Nations Agenda 21, Sustainable Development. Commerciale avec les États-Unis, la Chine affiche ostensiblement sa belle entente avec la Russie. Au Forum économique de Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine a accueilli Xi Jinping et le président chinois a désigné son homologue russe comme, je cite, son meilleur ami. On écoute Vladimir Poutine qui dénonce l'impérialisme américain. Regardez la situation autour de Huawei et les tentatives de chasser Huawei sans ménagement des marchés internationaux. Dans certains milieux, on appelle déjà cela la première guerre technologique de l'ère numérique à venir. Il est évident que ces changements profonds du système financier exigent d'adapter les organisations financières internationales, de repenser le rôle du dollar, qui après être devenu une monnaie de réserve, s'est transformé en instrument de pression de son pays émetteur sur le reste du monde.
The goal is to move everyone out of the rural areas and into the large cities, and to destroy representative government, and to move it into to a more to government by unelected boards and commissions. Now, here in the EU, of course, you've already moved to that position, where it's an erasure of jurisdictional boundaries, an erasure of national boundaries. And that is the goal, because, as Zbigniew Brzezinski said in 1995, you can't just impose globalization pell-mell as a total movement. You have to do it incrementally, and the way to do that is through regionalization. Every nation that signed on to Agenda 21 has its local Agenda 21 plan. People in the United States are completely unaware of this. If I go out and talk about this, the United States press attacks me and calls me a conspiracy theorist, which is totally ridiculous. It is a conspiracy, but it's not a theory. It's a fact. Here in Europe, it's openly spoken about, local Agenda 21. The principles are public-private partnerships, which is fascism. And this is how it's implemented on the ground, is through this joining together between corporations, non-governmental organizations, and governments in order to cut out the actual individual, your voter, and instead to take that to a level where we literally cannot penetrate. And this is the goal. So this is already far progressed in Europe. Ne nous y trompons pas. Le monde a les yeux rivés sur la France. La transformation que nous avons engagée est une condition centrale, j'en ai la conviction, de la transformation de l'Europe tournée vers l'avenir et vers les peuples. Et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable, apaisant les rivalités des puissances. Eric va vous ajouter un petit mot simplement pour votre sagacité et votre esprit. When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you very much.